Éblouissante, talentueuse, insolente. Les années 1920 sont une page exceptionnelle de notre histoire. D'un coup, Paris bascule dans une nouvelle époque et tourne définitivement la page du 19e siècle. Car après 4 années d'une guerre effroyable, la jeunesse française n'a plus qu'une obsession, oublier cette tragédie. Un seul remède, la fête. Et un espoir fou, inventer un monde nouveau, un monde sans guerre, un monde de rire et de jouissance. Pour décrire l'effervescence qui s'empare alors de la capitale, un mot s'est imposé dès les années 1920, la folie. Accélération de tout, mise à bas des valeurs d'avant-guerre, émancipation des femmes, danse, fêtes, carnaval. Les années folles sont en réalité une véritable révolution culturelle portée par une poignée d'hommes et de femmes visionnaires. La folie de ces années-là, c'est la leur. Qu'ils soient artistes, savants, écrivains, danseurs, inventeurs. Venus du monde entier, ils ont tourné le dos aux bonnes manières et entraîné Paris dans un tourbillon de couleurs et de rythmes. Les années folles sont une parenthèse de liberté, un moment magique entre 2 guerres mondiales. 10 petites années, mais 10 années d'une intensité inouïe. En ce début d'année 1919, Paris sous la neige savoure enfin la paix retrouvée. L'armistice est signé depuis 2 mois. La France a gagné la guerre. Dans la cour des Invalides, le maréchal Pétain, grand vainqueur de la bataille de Verdun, remet des médailles à ses valeureux soldats. La France a gagné la guerre. Mais quelle est cette victoire qui laisse un pays en ruine et une économie laminée ? Quelle est cette victoire qui, à chaque famille de France, a arraché un fils, un frère, un père ? 1 700 000 morts, plus de 4 millions de blessés. L'enfer des tranchées, le sifflement des obus, la peur au ventre. On a oublié aujourd'hui l'horreur de cette guerre. Et parmi les survivants, il y a tous ceux mutilés, gazés, traumatisés, qui jamais ne reprendront une vie normale. Dans leurs secousses et leurs transes maladives, on ne peut s'empêcher de voir aussi d'une façon hallucinatoire toutes les secousses et les transes des années qui commencent. Ces années qui auraient été celles de leur jeunesse et que la guerre leur a volées. Eux qui ne peuvent plus marcher sans trembler ou tenir debout sans tomber comme des fusillés perpétuels. Au seuil des années 1920, il est impossible d'ignorer l'effroyable réalité de cette guerre qui a laissé un pays déchiré entre le désir de se reconstruire et le souvenir qu'on doit aux morts. Cocarde tricolore, commémoration. Les anciens combattants vont mettre toute leur énergie à faire du souvenir de la guerre une chose sacrée. Le 11 novembre 1920, le soldat inconnu est inhumé sous l'Arc de Triomphe. Les anciens combattants sont nombreux,
Leurs associations sont puissantes. Ils ont gagné la guerre et sont en passe d'accéder au pouvoir. En 1920, c'est le Bloc national, la coalition de la droite et du centre, qui remporte les élections. Les anciens combattants y sont tellement représentés que la Chambre des députés est baptisée Chambre Bleu Horizon, de la couleur des uniformes de la glorieuse armée française. Ces hommes sont déterminés à faire des années 1920 des années de deuil. Que ceux déjà qui m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de jeunes garçons, 4 ans de grandes vacances. Ainsi commence Le Diable au corps, premier roman d'un jeune prodige de 17 ans, Raymond Radiguet. La guerre, des grandes vacances? L'un des premiers scandales de l'après-guerre éclate dans le monde des lettres. Le Diable au corps se déroule à l'arrière, loin du vacarme de la guerre, et raconte la liaison passionnée entre un jeune homme et la femme d'un soldat combattant sur le front. C'est un sacrilège, une insulte à la nation tout entière. Pour l'opinion, l'offense est d'autant plus grave que, selon la rumeur, l'histoire serait largement autobiographique. Est-ce ma faute si j'eus 12 ans quelques mois avant la déclaration de guerre, écrit le narrateur. On le dit immoral, on le dit inconscient, mais on lui reconnaît un talent immense. Il n'aura guère le temps, hélas, de goûter aux délices du succès. Peu après la sortie de son roman, le jeune auteur tombe gravement malade. Il meurt le 12 décembre 1923. Roman à scandale et roman à succès, Le Diable au corps est aussi le livre d'une génération qui arrive à la fleur de l'âge quand la guerre se termine. Trop jeunes pour avoir connu les champs de bataille, ils n'en peuvent plus de fêter les morts, de chanter la Marseillaise et de s'incliner devant les drapeaux. Ils n'ont qu'une envie irrésistible de s'amuser et de vivre. Est-ce leur faute s'ils ont eu 18 ans quand la guerre s'est terminée? S'amuser, vivre. En boitant le pas à cette jeunesse déchaînée, les Parisiens se lancent dans une course folle. Pour oublier la guerre, pour oublier la mort. Pour échapper enfin à ce deuil interminable. Jamais Paris n'avait accueilli autant de courses et de parades. Ce sont des courses pour rien, des courses pour rire. Il y en a pour tous les âges, pour tous les corps de métier. Voici les livreurs en triporteurs. Voici les porteurs de journaux. Voici les photographes de presse. Même les mutilés de guerre sont emportés dans le mouvement général. Certaines compétitions ont survécu bien au-delà de ces années folles, comme la fameuse course des garçons de café, dont le vainqueur doit arriver le premier sans renverser une goutte de son précieux chargement. La frénésie qui s'est emparée des Parisiens a gagné la ville tout entière. On est en train de changer de siècle, enfin. Adieu le train-train des diligences et des chars à bras. Les automobiles ont envahi la capitale. Bienvenue, messieurs, dans la modernité. C'est l'époque des Panhard, des Delahaye, des De Dion-Bouton, et bien sûr des torpédos de Renault ou de Citroën. L'auto, c'est désormais la bagnole. Jusque-là réservée aux plus fortunés, elle devient progressivement un objet de consommation grand public. Conséquence, les Parisiens doivent apprendre à vivre avec les embouteillages et se méfier des excès de vitesse. Bien que le code de la route ait été instauré en 1921, l'indiscipline des automobilistes devient la plaie numéro 1 de la capitale, particulièrement au carrefour, où apparaissent bientôt ces nouveaux agents chargés de la circulation.
L'Église elle-même donne sa bénédiction à cette divinité païenne qui exige le sacrifice de tout ce qui l'entrave et la freine. Pauvre biche au bois de Boulogne. Devant la multiplication des accidents causés par le gros gibier aux abords de la capitale, on charge les gardes champêtres d'apprendre aux animaux à ne pas traverser la route n'importe comment. Et s'il le faut, on éventre Paris pour lui tailler des boulevards à sa mesure. Comme sur ces images, le percement du nouveau boulevard Haussmann. Paris est en pleine métamorphose. Il suffit pour s'en convaincre de lever les yeux vers les façades géométriques de ces immeubles qui apparaissent dans la capitale. Leurs architectes appartiennent au mouvement moderne. Modernes, comme les matériaux qu'ils utilisent. Le béton, le fer, l'acier, le verre. Modernes, comme les idées prophétiques d'une nouvelle génération d'architectes incarnée par Le Corbusier ou Mallet Stevens. C'est tout le décor de la ville qui est en train de changer. Avec une prédilection pour un style qui va trouver son nom à Paris, les arts déco. À la fois luxueux et de bon goût, l'art déco est simple et facile à aimer. Il va se propager dans le monde entier. Pas d'inquiétude, mesdames. Le monde moderne ne vous a pas oublié. La science travaille pour vous. Pour preuve, ces étonnantes machines qu'on peut admirer dans les grands magasins. L'aspirateur, le four, le fer à repasser, le fer à friser, le cire-chaussure, le ventilateur et le must, la machine à laver le linge. Ou encore la vaisselle. Des machines certes merveilleuses, mais qui resteront encore longtemps inabordables. Vu par les hommes, l'émancipation des femmes est un excellent programme, tant qu'on ne dépasse pas le seuil de la cuisine. Dans les années 1920, les Françaises n'ont pas encore le droit de vote. Elles sont soumises à l'autorité absolue de leur mari et ne peuvent travailler que si celui-ci les y autorise. En ces années folles, la femme est d'abord une mère au foyer. Pourtant, quelque chose est en marche. Lentement, mais inéluctablement. Car les femmes ont goûté pendant la guerre à une forme d'indépendance, quand les hommes étaient au front et qu'il fallait faire sans eux. Il n'y a qu'à les voir arpenter les rues de la capitale. Il n'y a qu'à voir leurs pas déterminés. Malgré toute l'inertie de la société, il n'est pas question pour elles de revenir en arrière. Les images de ces femmes résolues, nous les devons au poète Jacques Prévert et à son frère Pierre. Au détour d'une ruelle, à travers la vitrine d'un grand magasin, ils ont su saisir amoureusement les silhouettes et les sourires des femmes de leur ville, nous révélant une beauté bien mystérieuse, la parisienne. Est-ce une façon de s'habiller l'air de rien? Est-ce une coiffure savamment négligée? Est-ce la liberté de ses attitudes? Ce qui est sûr, c'est que ces élégances en apparence futiles nous parlent d'autre chose. La mode travaille alors à l'émancipation des femmes. Symbole de l'asservissement de la femme, le corset est abandonné au début du XXe siècle. Une première étape. C'est au couturier parisien Paul Poiret qu'on doit d'avoir libéré la femme de cet instrument de torture et d'un coup changé sa silhouette. Surnommé Poiret le Magnifique, ses audaces et ses excentricités font de lui une figure incontournable des années folles. Autour de Poiret, toute une génération de créateurs fait de Paris la ville de la haute couture. Les femmes du monde s'arrachent les robes de Jean Patou ou d'Elsa Schiaparelli. Une mode plus confortable, presque sportive. Elles font un triomphe à Madeleine Vionnet et Jeanne Lanvin, couturières aux origines modestes
qui sont devenues en un temps record les créatrices les plus en vue de la capitale. Mais une nouvelle révolution attend la Parisienne, et c'est encore à une femme qu'on la doit, Coco Chanel. La styliste dessine alors une petite robe noire, toute simple. Avec Coco Chanel, la couleur du deuil devient celle d'une élégance moins tape à l'œil, presque plus masculine. La femme des années folles se découvre un nouveau genre. Et puis, il y a cette fameuse coupe de cheveux, due à un coup de ciseau rageur, par lequel Mademoiselle invente beaucoup plus qu'une simple coiffure. Cette coupe au carré, c'est un véritable acte politique. Les femmes qui la portent sont baptisées les garçonnes, d'après le livre de Victor Marguerite, qui sort en 1922. Sa garçonne s'appelle Monique. Monique est une jeune femme trompée par son fiancé. Écœurée par l'hypocrisie du mariage, elle décide alors de vivre et d'aimer comme elle veut, qui elle veut. Aussitôt, la Ligue des pères de famille se rebiffe et obtient qu'on reprenne à l'auteur sa Légion d'honneur. Il ne pouvait rêver meilleure publicité. 750 000 exemplaires vendus, une adaptation au théâtre et même au cinéma. En quelques années, la coupe garçonne devient l'icône des années folles. Chemise noire, regard sévère. Les miliciens qui marchent sur Rome annoncent d'autres défilés. Macabre. Sur les ruines de la Première Guerre mondiale, le fascisme commence à triompher. En 1922, Benito Mussolini prend le pouvoir en Italie avec le projet de façonner l'homme de demain. Et une devise, croire, obéir, combattre. La même année, le Congrès des Soviets ratifie la création de l'URSS. À sa tête, Lénine instaure le communisme d'État et pose lui aussi les jalons d'une société nouvelle. Pour certains, c'est un immense espoir. Pour d'autres, le bolchevisme devient la bête à abattre. Entre l'Italie fasciste et la Russie communiste, la France incarne le pays des droits de l'homme, le progrès et la justice sociale. C'est la patrie du pacifiste Jean Jaurès et d'Émile Zola, dont le célèbre « J'accuse » a permis de faire triompher la justice lors de l'affaire Dreyfus. En ces années 1920, la France devient une terre d'accueil. Il faut dire qu'elle a besoin de bras pour compenser les lourdes pertes humaines causées par la guerre. 800 000 Italiens, 500 000 Polonais et 350 000 Espagnols, auxquels il faut ajouter les travailleurs coloniaux. Ils sont en tout près de 3 millions à venir en France durant cette décennie. Paris est un asile inespéré pour ces Arméniens qui ont tout abandonné pour échapper à leurs bourreaux, ou ces Juifs fuyant la misère et les pogroms de l'Est européen. Les années folles font de Paris la ville la plus cosmopolite de la planète. Sur cette série de photographies prises un après-midi à Paris, on voit une bande de copains. Il y a là un immigré italien, un immigré polonais, un immigré espagnol et un juif breton converti au catholicisme. Ils s'appellent Modigliani, Kissling, Max Jacob et Picasso, 4 des plus grands peintres de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les Russes Marc Chagall et Raïm Soutine, le Bulgare Jules Pasquine, le Biélorusse Ossip Zadkine, le Roumain Tristan Tzara, le Hollandais Kees van Dongen ou encore le Japonais Tsuguharu Fujita. Certains sont précédés par leur réputation, d'autres n'ont pas encore la reconnaissance qu'ils méritent. Tous vont entrer dans l'histoire de l'art. Durant les années 1920,
Ils vont faire de Paris la capitale mondiale des avant-gardes. Avant Londres, avant Berlin, avant New York. Cette suprématie, Paris ne la doit pas au talent du cru, mais bien à ses exilés, ses apatrides, ses immigrés. Ils ne sont pas français, pourtant, ils sont parisiens. Et quand, en 1924, un critique cherche un nom à ce groupe d'artistes surdoués, celui-ci s'impose comme une évidence. C'est l'école de Paris. On devrait plutôt dire l'école de Montparnasse. Car en réalité, cette réputation internationale, Paris la doit au quartier de Montparnasse. C'est ici que les artistes ont élu domicile. Hasard ou nécessité, ces boulevards affichent la plus forte densité de brasseries de la capitale. Des brasseries mythiques où se retrouvent les branchés des années folles. À Montparnasse, l'espace ne se mesure pas en mètres carrés, mais en tables et en chaises. On s'observe, on s'enivre, on travaille, on se montre, on se drague. On savoure le bonheur d'être au bon endroit, au bon moment. À Montparnasse, dans les années folles, près de ce carrefour Vavin, qui est alors pour l'écrivain américain Henry Miller, le nombril du monde. La veille encore, pour tous ces artistes, le lieu de l'avant-garde, c'était Montmartre. C'est ici, au bateau Lavoir, que Pablo Picasso a dévoilé ses Demoiselles d'Avignon, acte de naissance du mouvement cubiste. Montmartre est une machine à remonter l'histoire de l'art. Avant les cubistes, c'étaient les impressionnistes qui peuplaient les cafés de la place Pigalle et le moulin de la Galette. À l'orée des années folles, on pouvait encore apercevoir Auguste Renoir, continuant de peindre alors que ses mains déformées par les rhumatismes sont quasiment paralysées. Ou encore Claude Monet, à demi aveugle, qui s'épuise à terminer ses extraordinaires panneaux des nymphéas. Dernier vestige de cette époque flamboyante, la Goulue nous rappelle que le 19e siècle n'est pas loin. La reine du Cancan, immortalisée par Toulouse-Lautrec, finit sa vie pauvrement, dans une roulotte, au milieu d'animaux dont les cirques ne veulent plus. Au début des années 1920, la nostalgie envahit les ruelles. On invente alors une expression pour parler de ce temps d'avant-guerre, quand la paix semblait installée pour de bon, quand le franc était fort et la vie plus facile. C'était la belle époque. Imperceptiblement, Montmartre commence à en devenir le musée, un conservatoire en toc dont certains pensent déjà pouvoir tirer profit. Et tandis que les peintres maudits s'en sont allés, la place du Tertre est livrée aux touristes et aux marchands de nostalgie, ces professionnels du chromo qui vendent la peinture au kilo. En haut de la butte, coiffée de la basilique du Sacré-Cœur, l'heure est à la contrition et aux complaintes mélancoliques. Où est-il passé, le vrai Montmartre? Où est-il donc?
Mais les Montmartrois sont des insoumis, des revêches, des anards. Pas question pour eux de renoncer à un siècle de tradition festive. Montmartre est un petit village gaulois qu'ils défendront coûte que coûte. Le 7 mai 1921, la commune de Montmartre s'autoproclame république. La Butte a désormais son président, ses ministres et ses ambassadeurs. La constitution de la jeune République impose aux Montmartrois un calendrier de rituels farfelus et de réjouissances dont elle a le secret. Comme la célèbre fête des vendanges ou cette corrida de la vache enragée. Grâce à ses habitants, Montmartre renoue avec la joie. Montmartre et Montparnasse sont deux îlots de liberté totale dans une ville encore engoncée dans une morale du 19e siècle. C'est aussi deux états d'esprit qu'une rivalité joviale anime durant toutes les années 1920. Ainsi du marathon Montparnasse-Montmartre. C'est l'une des courses les plus célèbres du moment, avec sa terrible ascension des escaliers de la Butte dans le dernier kilomètre. La course est aussitôt parodiée. La République de Montmartre lance à son tour un marathon des vieux jetons ou des as de la picole. Sponsorisée par les bistrots de la Butte, l'épreuve départage près de 300 athlètes de comptoir capables de courir en vidant un verre d'alcool tous les 100 mètres. Mais dans la course au grand n'importe quoi, la palme revient sans aucun doute à cette Canadienne, qui pour relier Montmartre à Montparnasse, choisit de voyager enfermée dans un tonneau. Record, défi, exploit, qu'importe le ridicule ou le danger, tout est bon pour passer devant les caméras. Elle est aussi là, la folie de cette décennie. On s'invente les paris les plus idiots. Descendre à vélo les escaliers de la Tour Eiffel. Ou les plus risqués, traverser dans le vide la passerelle du parc des Buttes-Chaumont. Escalader les tours de Notre-Dame. En ces années 1920, l'excentricité est à la mode. Le bizarre fait moins peur. Les Parisiens veulent de la fantaisie, du saugrenu, de l'extraordinaire. L'homme le plus grand, l'homme le plus gros, l'homme le plus gros avec l'homme le plus petit. Les rues de Paris se remplissent d'anonymes à la recherche de gloire. La gloire, c'est alors quelques centimètres de pellicule dans les actualités cinématographiques. En 1926, les habitants de Montmartre et de Montparnasse se sont tous donné rendez-vous au Gaumont Palace de la place Clichy, qui, avec son immense salle de 6000 places, est le plus grand cinéma du monde. L'événement, c'est un film sur les années folles, et dont Montmartre et Montparnasse sont en quelque sorte les héros. Le film, c'est La femme nue de Léonce Perret. Et cette femme nue, c'est Lolette. Un modèle déchiré entre deux peintres. Une histoire d'amour sur fond de rivalité entre Montmartre et Montparnasse. Dans son côté un peu caricatural, ce film consacre les identités des deux quartiers. Montmartre et ses réjouissances populaires, Montparnasse et son rayonnement culturel. Dans la salle, les Montparnaud se reconnaissent à l'écran. Même recherche dans l'accoutrement et la pose, même façon de s'asseoir et d'engager la conversation comme si l'on venait de se quitter la veille, même indifférence sophistiquée à l'égard du reste du monde. Le film exalte le Paris des années folles. Plus que jamais, la capitale incarne, aux yeux du monde, un nouvel art de vivre.
De l'autre côté de l'Atlantique, on regarde avec envie la folie des nuits parisiennes. Car aux États-Unis, la prospérité s'est accompagnée d'un puissant courant de moralisation. Depuis 1920, la vente d'alcool est interdite aux États-Unis. C'est le début de la prohibition, qui frappe l'ensemble du pays et fait basculer la fête dans la clandestinité. Ces années 1920 voient aussi l'essor du Ku Klux Klan, qui réunit jusqu'à 5 millions de personnes. La vieille fraternité est devenue une véritable force politique dont les membres pourchassent inlassablement les Noirs, les Juifs, les homosexuels. Tournant le dos à un pays puritain et raciste, les Américains vont débarquer massivement dans le Paris des années folles, avec dans leur bagage du swing et des dollars. Ces Américains sont jeunes. Beaucoup se rêvent écrivains, artistes ou compositeurs. Il y a parmi eux des ambitieux et quelques héritiers venus jouer les mécènes et les collectionneurs. À Cherbourg ou au Havre, on accueille jusqu'à 7 paquebots par jour. Ils ont tous soif de liberté, de musique, de danse et de fête. Ils savent qu'avec une poignée de dollars, ils seront les rois. Ils vont adorer Paris. Les Américains deviennent alors la plus importante communauté d'expatriés du Paris des années folles. On peut savourer un hot dog au Harris Bar, où un illustre compatriote, Ernest Hemingway, aurait inventé le Bloody Mary. Aux terrasses des cafés de Montparnasse, on peut manger un American breakfast, en regardant passer un troupeau de chèvres, conduit par un chevrier qui propose du lait tout chaud tiré du pis, à même le trottoir. Tout ce qui pourrait sembler archaïque à un Parisien est dans les yeux de ces Américains auréolé d'un charme fou. Les marchés odorants, les personnages folkloriques et les petits métiers. Ce Paris pittoresque semble avoir été inventé pour eux. Le Paris des Américains, c'est celui des jolis mômes et des poules beaux, celui de Maurice Chevalier. De café-concert en cabaret, Momo s'est construit un personnage unique. Le canotier de travers, une gouaille irrésistible et des déhanchements swing de boxeur amateur qui ont fait de lui l'archétype du titi parisien. Ce Paris, c'est aussi celui que chante Miss Tinguette, qu'on surnomme tendrement la Miss et qu'on applaudit des music-halls de Broadway à la place Pigalle. C'est la promesse d'une amourette dans cette ville où les femmes ont la réputation d'être faciles. Un Paris coquin dont le French Cancan du Moulin Rouge est la vitrine. Non, vous ne rêvez pas. Il s'agit bien d'une réclame pour des pâtes. Ça, c'est Paris. Le Paris des polissons et des galipettes n'est pas dans les guides touristiques. Pourtant, il est au moins aussi fameux que le musée du Louvre. Et comme le héros de ce petit film humoristique, les visiteurs étrangers comptent bien ne pas passer à côté. Car à leurs yeux, Paris est, et a toujours été, la capitale du libertinage. Le pays du divin marquis de Sade est alors le premier éditeur de littérature érotique. Les Américains ont baptisé ces livres bas de gamme les « Dirty French Novels », les romans cochons à la française. Autre spécialité nationale, la photo coquine. C'est toute une industrie qui s'est développée en marge des cabarets et des bordels. Là encore, Paris fait figure de leader mondial. La préfecture de police est catégorique. Il y aurait, en 1924, seulement 28 maisons de tolérance dans Paris et sa banlieue. 4 fois moins qu'en 1910. On aurait tort d'y voir un retour de la vertu. Car, dans le même temps,
on a ouvert plus de 200 établissements clandestins. C'est la grande époque des petites dames de Paris, des maisons de rendez-vous et des brasseries à serveuses montantes. Un établissement propose à ses clients un tableau vivant intitulé « 3 femmes avec projection lumineuse dans leurs exercices lubriques ». Prix 100 francs, auquel il faut rajouter 60 francs de pourboire. Et bien sûr, la nouveauté du moment, le cinématographe pornographique. Berceau du 7e art et capitale de la luxure, la France devient tout naturellement le premier producteur de films pornographiques au monde. Parmi les bobines qui sont parvenues jusqu'à nous, certaines seraient même dues à de célèbres réalisateurs. Enfance de l'art ou banalité des fantasmes, les institutrices polissonnes et les infirmières coquines s'allongent sur des kilomètres de pellicules. Si le porno français connaît son heure de gloire, on ne peut pas en dire autant de la production plus classique. La guerre a fait du mal aux productions nationales. Le cinéma populaire Made in France est en pleine crise. Déjà, 90% des films diffusés sont américains. Et les véritables vedettes de l'époque viennent toutes des États-Unis, ou plutôt d'Hollywood. Ils sont des milliers de Parisiens à venir acclamer le plus célèbre des Anglais d'Amérique, Charlie Chaplin, accompagné d'un comédien de 7 ans, Jackie Coogan, le tout jeune acteur du Kid. Les femmes ne sont pas amoureuses de moi, mais de mon image sur l'écran, se lamente Rodolphe Valentino, jeune Italien de 25 ans, dont Hollywood a fait le prince des séducteurs et l'idole des Parisiennes. Pour les vedettes américaines en quête de notoriété, le voyage à Paris devient une étape incontournable. Mais s'il y a un symbole de l'amitié profonde qui unit les deux pays, c'est bien l'exploit de l'aviateur Charles Lindbergh. Héros des temps modernes, il réalise la première traversée de l'Atlantique sans escale, reliant New York, non pas à Londres, mais à Paris. L'aviateur ne déclare-t-il pas avoir été guidé vers son but par les illuminations de la Tour Eiffel ? La ville me fascinait. Ses quartiers les plus sordides me paraissaient pittoresques. On se sentait plus grand, plus important qu'à New York, où les buildings rapetissent l'homme. Telles furent les premières impressions d'un artiste américain de 30 ans, débarqué à Paris au début des années 1920. Comme beaucoup, il prend une chambre à Montparnasse. Comme beaucoup, il rêve de devenir un grand peintre. Mais parce qu'il faut bien vivre, il décide, en attendant la gloire, de s'établir photographe professionnel. Il s'appelle Man Ray. Tous les talents des années folles défileront devant son appareil. Tous ces visages devenus familiers, toutes ces icônes du Paris des années 20, c'est à lui que nous les devons. Comme ce portrait de James Joyce. Monument de la littérature anglo-saxonne, l'écrivain irlandais s'est établi à Paris au début des années folles. Il vient d'achever son chef-d'œuvre, Ulysse, un livre maudit. Jugé inacceptable et pornographique par la censure, il est interdit de publication en Amérique et en Grande-Bretagne. Ce livre dont personne ne veut, c'est finalement à Paris que Joyce va le publier. Et c'est grâce au soutien de Sylvia Beach, une libraire américaine installée dans le quartier de l'Odéon, qui s'improvise pour l'occasion éditrice. Il faudra peu de temps à Ulysse pour entrer au panthéon de la littérature mondiale et faire de cette petite librairie parisienne un lieu de pèlerinage. À 2 pas de là, au 27 rue de Fleurus, se trouve un autre monument littéraire. L'Amérique est mon pays, mais Paris, c'est chez moi, affirme alors Gertrude Stein.
Cette riche héritière s'est installée à Paris au début du siècle, attirée par l'effervescence artistique de la capitale. Elle est l'une des premières à avoir collectionné Matisse, Braque ou encore Picasso, qui, devenu son ami, réalise d'elle ce portrait magistral. Encore une photo signée Man Ray. À l'aube des années folles, le salon de la collectionneuse est un véritable musée de l'art moderne. Poétesse, romancière, dramaturge, Gertrude Stein incarne la figure de l'écrivain expérimental. Elle affiche aussi une vie de couple d'avant-garde, avec une autre femme, sa compagne Alice Toklas. Son goût précurseur est admiré, on vient lui demander conseil. Elle règne sur une nouvelle garde littéraire américaine qu'elle réunit chez elle tous les samedis. C'est elle qui donnera un nom à ces jeunes écrivains marqués par la guerre lors d'une tirade mémorable. « Vous ne respectez rien. Vous vous tuez à boire, leur aurait-elle lancé. Vous êtes une génération perdue. Lost Generation. » Il s'appelle Ernest Hemingway, John Dos Passos, John Steinbeck, Francis Scott Fitzgerald. C'est dans le Paris des années folles qu'ils vont écrire l'une des pages les plus brillantes de la littérature américaine. Sur ces images rarissimes, on voit Fitzgerald en pull rayé et Hemingway debout, faisant le pitre avec son bandeau de pirate sur l'œil. L'auteur de Gatsby le Magnifique et celui de L'Adieu aux armes. Deux immenses écrivains saisis à cette époque bénie où, selon Hemingway, nous étions tellement pauvres et tellement heureux. Dans leur bagage, les Américains ont apporté ce qui manquait pour que la fête soit totale. Une musique, la bande-son des années folles, le jazz. Après la Nouvelle-Orléans, Chicago et New York, c'est à Paris d'attraper la fièvre du jazz. Ces musiciens sont noirs. Beaucoup étaient des soldats qui jouaient dans les military bands. Ils sont venus à Paris avec les troupes américaines du général Pershing et sont restés. Car à Montmartre, ces jazzmen noirs vont découvrir ce qui ressemble bien à une terre promise. Ici, la ségrégation raciale n'existe pas. Le mot nègre sert à parler d'art. Et tout le monde adore le jazz. Les jazzmen noirs vont faire de Montmartre le nouveau Harlem. Document incroyable sur les jazz bands qui sévissaient dans la capitale, ce film rarissime est aussi le seul enregistrement d'époque du plus grand saxophoniste des années folles, Sidney Bechet. C'est lui qui entame son solo. Il n'est pas encore sur le devant de la scène. On le voit à peine derrière les danseurs. Mais on n'entend que lui. À l'époque, le jazz, c'est d'abord une danse, ou plutôt des danses. Tous les mois, c'est un nouveau rythme et une nouvelle mode qui débarquent des États-Unis. Foxtrot, One Step, Two Step, Black Bottom, Charleston. Paris est une fête, écrira Hemingway. Dans ces années folles, toutes les nuits sont blanches, pour peu qu'on connaisse les bonnes adresses.
La soirée commence à Montparnasse, dans une de ses brasseries mythiques. La Rotonde, la Coupole, le Select, la Closerie. C'est dans la salle enfumée du Dôme que, par bande de copains, les fêtards se sont donné rendez-vous. Peintres, écrivains, modèles, sportifs, on les voit ici jouant leur propre rôle dans cette publicité, aujourd'hui impensable, pour une célèbre marque de cigarettes. Pour se rafraîchir les idées, rien de tel que d'aller piquer une tête du côté des Champs-Élysées. En ces années folles, la piscine du Salon du Lido est ouverte jusqu'à 2 h du matin. 2 heures. C'est maintenant à Montmartre qu'il est temps de filer. Le petit village gaulois réserve des surprises. Comme les folles soirées du château caucasien, animées par d'authentiques aristocrates russes délogés par la révolution bolchevique. Qui s'étonne de voir ressurgir le folklore de la Russie tsariste dans le plus anarchiste des quartiers de Paris? Car à Montmartre, le monde entier est le bienvenu, pourvu qu'on danse. Deux rues plus loin, au cabaret El Baron, les Argentins mènent le bal. Né dans les faubourgs de Buenos Aires, le tango est mal vu par la bonne société argentine. Il serait à la fois trop sexuel et trop populaire. Une danse des bas-fonds bonne pour les voyous et les filles de joie. Mais à Paris, la bourgeoisie est d'humeur à s'encanailler. Et pour toutes ces raisons, à Montmartre, le tango fait fureur. La Butte est le carrefour de tous les rythmes. Ces clubs deviennent mythiques. Le Grand-Duc, le Rat-Mort, le Tabarin, le Zélise, le Perroquet ou l'Abbaye font des nuits montmartroises une expérience fascinante, si bien décrite par l'écrivain Joseph Kessel. Montmartre est pour tous ces gens très jeunes qui sortent de la guerre, ce lieu inouï où le temps n'y a plus de mesure. L'argent, plus de valeur. Où tout le monde est à égalité et où tout le monde est sûr, avec la foi et la peur de la jeunesse, que tout le monde est heureux. Tout un chaos de lumière, de bruit, où bourdonnent ensemble les banjos nègres, les plaintes des tangos et les guitares russes. Un paradis violent, déchaîné, presque dément, à la mesure des sentiments de l'époque. Et si on allait à la mer, propose un millionnaire infatigable. Au petit matin, il y a toujours moyen de se glisser sur la banquette arrière du Hispano. Direction Deauville. La station balnéaire normande est le 21e arrondissement de la capitale. C'est un des lieux les plus en vue des années folles. Avec ses planches, cette promenade en bois qui évite à ces dames de marcher dans le sable. À Deauville, la bohème sans le sou retrouve tout ce que Paris compte de vedettes et de gens fortunés. C'est ce mélange des genres qui fait l'énergie de cette décennie. Parmi les habitués, la chanteuse Suzy Solidor, dans un étonnant maillot en filet de pêche. Ici, en compagnie du célèbre peintre Fujita, ce vrai descendant de samouraï qui s'est fait l'ambassadeur de toute l'excentricité de Montparnasse. Elle, c'est Yuki, la compagne de Fujita, qui scandalise les habitués du casino en osant y entrer vêtue d'un simple short. Car depuis la fin de la guerre, les jambes et les bras se dénudent au soleil. Longtemps dédaigné par la bonne société, qui y voyait le stigmate des pauvres et des travailleurs, le bronzage est enfin à la mode. Dans les vagues de Deauville, les corps des années folles ne nous parlent que de liberté.
L'été 1924 est l'un des plus chauds de la décennie. La température dépasse 35 degrés dans la capitale. Qu'on est loin des élégances de Deauville ou du luxe de la piscine du Lido. On sent pourtant une même insouciance, et sur les visages de ces enfants, l'impatience d'accueillir, à Paris, la grand-messe du sport mondial. Le 4 mai 1924, le président de la République, Gaston Doumergue, ouvre en grande pompe cette 8e édition des Jeux modernes et souhaite bonne chance aux athlètes venus des 44 pays participants. Ces Jeux sont le miroir des tensions politiques internationales. L'Union soviétique n'y participe pas. Quant à l'Allemagne, grande perdante de la guerre, elle n'a pas été invitée. C'est une humiliation de plus pour un pays qui, depuis le traité de Versailles, n'en finit pas de régler l'addition de la guerre. Depuis 1 an, l'armée française occupe la Roure. Personne ne se doute qu'en mettant ainsi l'Allemagne à genoux, la France contribue aussi à la montée du nazisme. Côté médaille, la France peut se féliciter du déroulement de ces Jeux. Elle est le 3e pays le plus récompensé, derrière les États-Unis et la Finlande, dont les coureurs ont créé la sensation en raflant à eux seuls 11 médailles, dont 9 d'or aux épreuves de course de fond et demi-fond. Mais le héros de ces Jeux est sans conteste un nageur d'à peine 19 ans qui décroche haut la main 3 médailles d'or. Il s'appelle Johnny Weissmuller et deviendra bientôt immortel en incarnant au cinéma le rôle de Tarzan. En s'aventurant au-delà du stade, les marathoniens découvrent l'envers du décor. Ce monde de la périphérie qui n'a pas grand-chose à voir avec les splendeurs de la ville lumière, pas plus qu'avec les excentricités des années folles. C'est un voyage dans le temps, avant l'électricité, avant l'eau courante, avant l'automobile. C'est une plongée dans la misère de la zone, comme on appelle alors les grands terrains vagues, qui entourent Paris et où survivent les plus pauvres des pauvres, les pieds dans les ordures et la boue. La France a beau être la première puissance du continent, elle est aussi ce pays misérable de chiffonniers, de traînes misère et de ramasse-mégots. La situation économique est mauvaise. L'armistice a laissé la France en proie à une grave crise monétaire. L'inflation bat des records et les fils s'allongent à la porte des soupes populaires. À la tête de l'État, personne ne semble trouver de remède. Personne ne parvient à revenir à la situation d'avant-guerre, qui de plus en plus apparaît comme un âge d'or à jamais révolu. Maudite soit la guerre. « 23 novembre 1924. Comme il semble loin l'été des Olympiades et sa moisson de médailles. Par une matinée brumeuse et froide, une foule silencieuse traverse la capitale. Ils sont près d'1 demi-million. C'est un bien étrange cortège qui suit un cercueil monumental, porté à bras d'homme et drapé des couleurs nationales. Quel homme mérite de tels honneurs? Un chef d'État? Un général? Non. Un homme de paix. Un pacifiste convaincu, Jean Jaurès. Pour la gauche, il n'est pas seulement le père fondateur du socialisme, cet homme révolté par les injustices et la misère, si criante en ces années 1920. L'assassinat de Jaurès, à la veille du déclenchement de la Grande Guerre, en a fait un martyr. À peine arrivé au pouvoir en 1924, le cartel des gauches a décidé le transfert de ses cendres au Panthéon. On n'en finit pas d'enterrer le souvenir de cette guerre. Mais cette cérémonie n'est pas du goût de tout le monde. Le fantôme de Jaurès réveille sur son passage toutes les tensions politiques de l'époque.
De violentes bagarres éclatent en marge de la manifestation. À l'extrême droite, on fustige le leader socialiste, pacifiste et anticlérical. L'Action française de Charles Maurras organise même une contre-manifestation, tandis que ses nervis, armés de leurs cannes plombées, viennent jouer les troubles fêtes dans le cortège officiel. L'extrême droite prospère sur la crise économique aggravée par l'instabilité politique. Car les présidents du Conseil se succèdent à un rythme effréné. À peine nommés, ils sont contraints de démissionner. Le musée Grévin, conservatoire des gloires nationales, n'arrive même plus à suivre la cadence imposée par cette valse des gouvernements. L'effigie d'Édouard Herriot, ayant présidé le cartel des gauches, est ainsi tondue, puis fondue, pour façonner dans l'urgence celle de son successeur. Au milieu des années 1920, la basilique du Sacré-Cœur se pare d'une nouvelle gardienne. Jeanne d'Arc s'invite en territoire ennemi, au sommet de la butte Montmartre, au cœur des années folles. Longtemps disputée entre les républicains laïcs d'un côté et les catholiques et les nationalistes de l'autre, l'héroïne est en train de basculer irrémédiablement dans le camp des seconds. Canonisée en 1920, la Sainte Guerrière va devenir l'icône du pire des nationalismes. De son promontoire, elle semble adresser un message menaçant à cette jeunesse insouciante et assoiffée de vivre, cette jeunesse qui a fait de Paris la cité du vice. On assiste alors au bras de fer entre deux conceptions du monde. Le Paris de la Pucelle contre celui des terrasses du Select, du Dôme ou de la Closerie. La France conservatrice contre le Paris des années folles. Le monde d'hier contre le monde de demain. Face à Jeanne d'Arc, les enfants terribles de Montparnasse ont élu leur reine. Personne ici ne prétendra que c'est une sainte. Au contraire. C'est une gamine de rien qui a l'âge, la beauté et l'insouciance de ces années folles. Elle s'appelle Alice et va devenir légendaire sous le nom de Kiki de Montparnasse. Kiki est le fantasme de tous les hommes de Montparnasse. Et toutes les gamines du quartier rêvent d'avoir un destin aussi incroyable. À l'âge de 13 ans, elle quitte sa Bourgogne natale pour tenter sa chance à Montparnasse. Pour survivre, elle rince à la chaîne des bouteilles consignées chez Félix Potin ou bien travaille dans l'arrière-boutique d'un éditeur qui imprime clandestinement des exemplaires du Kama Sutra. Comme elle l'écrira plus tard, ces drôles d'images inspirent à mes entrecuisses des mouvements d'oiseaux qui n'arrivent pas à s'envoler. C'est à ce moment qu'elle commence à fréquenter la bohème de Montparnasse. Poète, peintre ou théâtreux. En dehors de ces trois professions, je n'admettais aucun autre mortel. À Montparnasse, tout le monde se l'arrache. La voici avec le sculpteur américain Calder, réalisant son portrait en fil de fer. À 24 ans, elle a déjà posé pour Soutine, pour Fujita, pour Kissling, qui ont fait d'elle une égérie. Elle est le rire, la joie insolente et provocatrice. Elle est le visage des années folles. Mais qui pense alors à la postérité? À l'époque, la gloire de Kiki, c'est ce tour de chant qu'elle donne tous les soirs au Jockey, le premier cabaret de nuit de Montparnasse. Au menu, déhanchements suggestifs et chansons grivoises. Son numéro est tellement osé que, selon ses propres mots, elle aurait fait rougir quelqu'un qui aurait eu la rougeole. Grâce à Kiki, le Petit Rat devient un lieu mythique. Ce n'est pas un hasard si le cinéaste français Jean Epstein choisit d'y tourner une scène entière de son chef-d'œuvre, Le Lion des Mogols. Parmi les danseurs, on reconnaît des habitués du cabaret, comme le peintre Soutine, et bien sûr, Kiki. L'acteur principal du film est une des plus grandes vedettes de l'époque, le russe Ivan Mosjoukine, surnommé le Rudolf Valentino russe. C'est un vrai bourreau des cœurs. Il a été l'amant de Kiki.
des amants, des aventures. Kiki en a eu, beaucoup. Mais le véritable amour, elle va le connaître avec le photographe Man Ray. Kiki et Man Ray. Une passion de légende qui est aussi l'une des plus belles pages de l'histoire de l'art. Ils étaient faits pour se rencontrer. Ensemble, ils ont révolutionné la photographie. Ils en ont fait un art de vivre, une pratique amoureuse. L'alchimiste Man Ray est le modèle le plus libre du monde. Les images de leurs 6 années de vie commune à Montparnasse ont fait le tour du monde. Elles sont parmi les plus célèbres du XXe siècle. Nous avions tellement confiance en nous-mêmes, dira Man Ray, que même si nous faisions des choses ratées, nous étions contents. Pour être réussi, l'art devait rester invendable. Cet idéal intransigeant et passionné, c'est aussi celui d'un sculpteur solitaire. Venu de Roumanie, il s'est installé en pionnier dans le quartier de Montparnasse. C'est en voisin et avec admiration que Man Ray le filme au travail. Il s'appelle Constantin Brancusi. Il deviendra l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Mais à l'époque, personne ne le sait encore. Hormis quelques collectionneurs avisés, qui s'intéressent alors à ces poissons, à ces oiseaux et ces colonnes sans fin. Car l'effervescence artistique de Paris dérange et bouscule les certitudes du bon goût. Cette incompréhension panique face aux avant-gardes ravive toutes les haines de l'époque, comme le montre ce dessin animé produit par le Canard enchaîné, déjà célèbre hebdomadaire satirique. Dans ce musée imaginaire, les mouvements d'avant-garde s'appellent sournoisement fumistes ou rondibistes. Picasso est devenu Pipicasso, Picabia, Picaca. Horreur suprême, une sculpture d'art nègre portant le nom de la déesse de l'amour, est signée d'un certain Lech Fritz, invention à consonance allemande qui nous rappelle le climat de germanophobie de l'entre-deux-guerres. Le voici l'art officiel, celui qui honore les commandes publiques et qui est, depuis, tombé dans un oubli complet, qu'il semble anachronique. Parmi les représentants de cet art pompier, Maxime Réal d'Elsart, que l'on voit ici mettant sa dernière main à son monument des armées de Champagne. Réal d'Elsart est aussi le fondateur des Camelots du Roi, un groupuscule violent, monarchiste, ultranationaliste et antisémite. Pour eux, le mode de vie qui s'invente à Montmartre et à Montparnasse, c'est la dégénérescence de la nation. Les voici, les dégénérés, les apatrides, les fauteurs de troubles qui sont le cauchemar de cette droite réactionnaire. Les voici, rassemblés autour de Kiki, les Tsara, les Cocteau, les Man Ray. La bande de terroristes farfelus qui s'emploient méthodiquement à dynamiter la décennie. Ce sont des professionnels du scandale. Ils sont anti-système, anticonformistes, anti-guerre, bref, anti-tout. Depuis leur quartier général de Montparnasse, ils ont décidé d'ouvrir le feu sur le bon goût bourgeois, sur le nationalisme des Camelots, sur les spectres de la guerre. Dans ce petit film intitulé Entr'actes, on retrouve le peintre Francis Picabia, le compositeur Éric Satie, l'indispensable Man Ray ou l'artiste Marcel Duchamp. Selon ses auteurs, le film ne respecte rien si ce n'est le désir d'éclater de rire. On y voit une danseuse, filmée par en dessous, et qui se révèle être un homme. Ces trublions se sont donné un drôle de nom, Dada. Fondé en Suisse pendant la guerre, Dada proclame son amour pour la vie sans lendemain, la vie d'aujourd'hui, le bonheur des instants sans réflexion. Tout pour aujourd'hui, rien pour hier, rien pour demain. Dans cette course absurde et iconoclaste, c'est toutes les années 20 qui s'agitent désespérément. Le banquier et le mauvais peintre de la butte,
la mégère et le marathonien, et même le sacro-saint mutilé de guerre. Dada enflamme les années folles, et Paris se transforme en un gigantesque carnaval. Jamais les rues de la vieille capitale n'avaient vu autant de pharaons, de capitaines et de matelots. Dans cette décennie de fêtes à tout rompre, le travestissement commence à sortir des pratiques honteuses et des lieux interlopes. Le couturier Paul Poiret ne s'est pas contenté de libérer la femme du corset. Il milite à sa manière pour la libération sexuelle. À ces soirées costumées, on aurait du mal à dire avec certitude qui sont les hommes et qui sont les femmes. Une chose est sûre, ce mariage gay ne pourrait avoir lieu nulle part ailleurs qu'à Paris. Car la France est alors le seul pays au monde à ne pas avoir promulgué de loi réprimant l'homosexualité. Pour les homosexuels d'Europe et des États-Unis, le Paris d'entre-deux-guerres est un refuge et un âge d'or. Au célèbre Monocle, Lulu de Montparnasse, la patronne des lieux, n'accepte les femmes qu'en costume. Dans la bonne société parisienne, l'homosexualité va presque devenir à la mode. L'ambiance est aux expérimentations, en tout genre. La cocaïne devient, avec le champagne, le carburant d'une aristocratie qui rêve de voyous à belle gueule et d'outrage à la pudeur. Il faut les voir, cachés derrière des loups de satin, s'encanailler dans ces fêtes débridées où se côtoient, le temps d'une nuit, la fine fleur et la mauvaise herbe. Les soirées les plus folles de la décennie, c'est d'ailleurs un des fleurons de la noblesse française qui les organise. Passionné de danse et de musique, le comte Étienne de Beaumont est un aristocrate excentrique. C'est le trait d'union entre la bonne société et les avant-gardes, entre le beau monde et le demi-monde. Quand ce n'est pas dans son hôtel particulier du 7e arrondissement, c'est au théâtre de la Cigale, boulevard de Rochechouart, qu'il donne ses magnifiques bals costumés. On y croise Picasso en toréador, les Murphy, un couple de milliardaires américains déguisés en martiens, ou encore l'indispensable princesse de Noailles. Mais aussi tous ces anonymes qui se jettent à corps perdu dans ces orgies fastueuses. Bourgeois en goguette, cocotte, gandins, aristos en roue libre, soldats en permission, soifards, poètes, amazones, garçons. Au son de ces orchestres à réveiller les morts, c'est toutes les pulsions des années folles qui se déchaînent. Comme s'il fallait tout vivre maintenant, comme si c'était la dernière fête. Quand les noctambules ont tiré leur révérence, la ville retourne à son train-train. Ces Parisiens-là n'ont ni courbature ni gueule de bois. Pour eux, les folles nuits parisiennes sont au mieux un sujet d'indignation, peut-être parfois un rêve un peu honteux. Mais en général, c'est un monde dont ils ignorent tout simplement l'existence. C'est le paradoxe de cette décennie, qu'on a baptisé les années folles, d'après l'effervescence de quelques-uns. Alors que pour la majorité des Parisiens, une soirée réussie, c'est encore d'avoir 2 places pour écouter la vedette du moment, Félix Mayol.
Dans cette France bercée par le racisme ambiant, une danseuse d'à peine 19 ans va provoquer un véritable électrochoc. À elle seule, elle va faire sauter les verrous psychologiques de la société coloniale, libérant d'un seul coup un siècle de fantasmes plus ou moins refoulés. C'est une Noire américaine, une artiste exceptionnelle, Joséphine Baker. Le public parisien la découvre en octobre 1925 au Théâtre des Champs-Élysées, dans la Revue Nègre dont elle est la nouvelle vedette. La salle retient son souffle devant la puissance érotique de ses tableaux, devant le corps à demi nu de Joséphine Baker. Tout juste vêtue de sa célèbre jupe en banane, accessoire ambigu qui découvre au monde, selon un critique de l'époque, une nouvelle région du désir. Pourquoi la croupe de Baker remue les continents? Pourquoi les hommes s'émeuvent en masse et pourquoi la jalousie des femmes même est désarmée? Mais parbleu, parce que c'est une croupe qui rit, proclame le journaliste et futur romancier Georges Simenon, qui sera son secrétaire et son amant. Le génie de Joséphine, c'est peut-être bien d'avoir su conjuguer les roulements de hanches et les simagrées comiques, le sexe et le rire. Toutes les avant-gardes se l'arrachent. Avec elle, c'est comme si l'art nègre qui avait déclenché la révolution cubiste au début du XXe siècle prenait vie et s'incarnait en chair et en os. Le sculpteur Calder, après avoir saisi le visage effronté de Kiki, s'attaque à la star du moment et tente de retrouver, dans la souplesse de ses structures en fil de fer, la silhouette élastique de Joséphine. Joséphine Baker n'est pas seulement un sex symbole, c'est la première star noire de l'histoire. Et c'est bien à Paris que cette étoile est née. Au même moment, de l'autre côté du Rhin, Adolf Hitler vitupère contre la démocratie décadente, contre les Noirs, contre les homosexuels, contre les Juifs. Sous l'égide de son Führer, le parti nazi se met en ordre de bataille et prépare l'assaut contre la fragile République de Weimar. L'Europe se radicalise. À Paris, les cortèges des ligues d'extrême droite n'en finissent pas de grossir. Les années 20 ne sont pas encore terminées, que l'on entrevoit déjà la morgue des années 30. Face à la montée du fascisme, Dada semble bien dérisoire. À force de tourner en rond, ses héros sont fatigués. Le mouvement sait lui-même s'aborder. Un à un, on les voit disparaître dans un dernier tour de magie. Il est temps d'agir. Les avant-gardes se radicalisent à leur tour. Place au surréalisme. Les surréalistes, ce sont les dadaïstes d'hier qui ont fini de rire. Ce sont des militants. Ils ont leur manifeste. Ils veulent marier le mot d'ordre de Karl Marx, transformer le monde, à celui d'Arthur Rimbaud, changer la vie. Leur arme, ils l'ont trouvée en plongeant dans les profondeurs de l'âme humaine, jusqu'au rêve, jusqu'à la folie. Écriture automatique, rêve éveillé, cadavre exquis, hypnose. Nous sommes des spécialistes de la révolte, clame Antonin Artaud. Qu'ils s'appellent Salvador Dali, Louis Buñuel, Hans Bellmer, Giorgio de Chirico ou Man Ray, les surréalistes laissent sur leur passage un parfum de scandale. L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule.
André Breton. S'ils ne prennent pas les armes, ils revendiquent leur engagement politique. Le surréalisme est alors un mouvement internationaliste, un temps proche du Parti communiste. Ils vomissent les bourgeois, les prêtres, les militaires. Leurs frasques exaspèrent l'extrême droite. Pour l'Action française de Charles Maurras, c'en est trop. Il exige leur expulsion. En vain. Mais ces critiques commencent lentement à trouver des échos dans l'opinion publique. On commence à regarder de travers ces étrangers qui ont tant apporté au pays. Le cosmopolitisme est devenu une insulte. Mais le scandale qui va porter le coup de grâce aux années folles nous emmène ailleurs, loin des provocations des surréalistes, dans les milieux de la finance et de la politique. Au cœur de cette histoire, on trouve une femme influente, Marthe Hannot, l'une des toutes premières femmes d'affaires, la banquière des années folles. Par l'intermédiaire de ses journaux financiers, Marthe Hannot propose à ses lecteurs de doubler leurs économies grâce à des placements boursiers dont elle aurait le secret. L'offre est alléchante, mais en réalité, c'est une arnaque. Des milliers de petits épargnants vont y perdre leurs économies. Le scandale financier éclate. Le 4 décembre 1928, Marthe Hannot est arrêtée et emprisonnée. L'extrême droite se déchaîne. Pour eux, Marthe Hannot, c'est la juive, originaire d'Alsace, et donc un peu allemande à leurs yeux. Elle est divorcée. C'est une garçonne, une femme dépravée qui mène au grand jour son homosexualité. Enfin, c'est une banquière. Ces prédicateurs de l'Apocalypse réclament vengeance à l'encontre des étrangers, des juifs, des noirs, des homosexuels, qui ont fait de Paris la nouvelle Babylone. En ce début d'année 1929, les années folles se découvrent fragiles et menacées, dansant sur le fil de l'histoire comme le funambule de Montmartre, sans savoir que ses pas s'avancent vers un horizon plus funeste encore. La fin de cette histoire, on est alors en train d'en écrire le scénario, à Montmartre, dans les studios de cinéma de la rue Francoeur. Le cinéaste français Marcel L'Herbier y tourne un film qui restera son chef-d'œuvre, un film prémonitoire sur la course au profit et la folie de la spéculation, l'argent. Dans un décor qui reconstitue l'intérieur de la Bourse de Paris, on voit une foule de courtiers, hystériques et fiévreuses, que l'appât du gain précipite tout droit vers la catastrophe. Le 24 octobre 1929, la réalité dépasse la fiction. Le jeudi noir de Wall Street précipite l'Amérique dans le plus grand krach boursier de son histoire. En quelques heures, tout est balayé. Les faillites financières s'enchaînent en série. La crise économique s'installe, entraînant en cascade le chômage, la misère, la ruine des nations dépendantes des crédits américains. L'économie allemande vacille avant de propulser le pays dans les mains d'Hitler. La semaine qui suit le jeudi noir, tous les Américains ruinés ont fait leurs valises et quitté Montparnasse. La fête est terminée. Les Américains sont partis, mais Joséphine Baker, elle, est restée. Fidèle à ses origines et à ses convictions, elle vient en aide aux premières victimes de la crise terrible qui s'abat alors sur la France. Avec les années folles, elle s'est découverte parisienne. Elle prendra la nationalité française et s'engagera dans la résistance. La vie trépidante qui régnait à Montmartre et à Montparnasse s'essouffle et se désagrège. Les quartiers se vident, ne laissant que des souvenirs.
Comme un dernier clin d'œil, un tour opérateur inspiré par le surréalisme fait visiter ce qui reste des années 20 à des mannequins de cire. Quant à la bonne bourgeoisie, elle tourne le dos aux années folles. Fermant les yeux sur les tourments du présent, et pour se rassurer, elle rejoue chez Maxims le froufrou de la belle époque. Mais on a beau ranimer le cancan d'autrefois, on a beau faire sonner des airs d'Offenbach, la magie a disparu. L'étoile de Kiki a commencé à pâlir. Abîmée par l'alcool et la coco de ses folles années, la reine de Montparnasse n'a plus de royaume. Man Ray est partie. Elle a trouvé refuge à Montmartre, où elle multiplie les tours de chant pour tenter de soigner sa mère malade et son dernier amant devenu fou. De cette époque déjà nostalgique, nous reste cet enregistrement rarissime, Là-haut sur la butte. Tu te souviens du petit Tingy culbute, tout là-haut sur la butte. Tu étais haute comme ça, tu te prenais jusqu'aux genoux, que tu es féroce mon pauvre chou. Tu me cherchais des raisons, des disputes, tout là-haut sur la butte. Tu me foutais des torgnoles, qu'en veux-tu en voilà. Ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Les années folles auront vécu 10 ans. Une parenthèse enchantée se referme, comme un conte pour grands enfants éblouis. Mais où sont-elles donc, les années folles? Si ce n'est dans nos corps et leurs danses, à qui elles ont peut-être enseigné une façon d'être heureux.